La vérité sur la guerre de la cocaïne en Allemagne. Il est 5h45 du matin et Cologne n'a pas encore ouvert les yeux. Les rues sont presque vides, les vitrines dorment. Et pourtant, en une fraction de seconde, une détonation déchire le centre-ville. Les portes et les fenêtres tremblent, des éclats de verre retombent comme une pluie froide. Un passant se fige. Un autre court sans comprendre, et pendant quelques minutes, la ville a cette sensation que quelque chose vient de franchir une ligne invisible. Pas un simple fait divers, pas une bagarre de nuit, mais une méthode. Parce que ce genre d'explosion ne sert pas seulement à détruire une façade, ça sert à parler, à envoyer un message, à dire à quelqu'un très précisément que la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas du verre qui volera, mais une vie. Et si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi l'Allemagne, qui se croyait encore à distance de certaines violences, se retrouve aspirée dans une guerre qui a commencé bien plus loin que Cologne. Une guerre née dans les ports, dans les conteneurs, dans les laboratoires clandestins, dans les rues d'Amsterdam, dans les docks d'Anvers, dans les routes maritimes qui partent d'Équateur, du Pérou, de Colombie et qui finissent dans nos quartiers. La question centrale de ce documentaire est simple, et elle fait peur parce qu'elle est réelle. Comment la bataille pour un marché européen de la cocaïne devenue gigantesque a-t-elle commencé à produire en Allemagne des signaux typiques des narco-guerres modernes, avec des enlèvements, des tortures, des explosions et même des menaces contre des représentants de l'État? On ne va pas raconter une légende, on va remonter le fil, dans l'ordre. Et tu vas voir une chose troublante. Plus la cocaïne est abondante, plus la violence devient rationnelle, plus elle devient rentable, et plus elle s'exporte. Maintenant, après cette introduction, si tu veux soutenir ce type de documentaire long, tu peux devenir membre de la chaîne pour 2,99 €. Ça finance la recherche, les vérifications et le temps d'écriture nécessaire pour traiter ce sujet sans simplifier. Et si tu ne le fais pas, aucun problème. Le plus important, c'est que tu restes, parce que l'histoire qui arrive maintenant explique ce que beaucoup de médias racontent en morceaux, sans jamais assembler le puzzle. Tout commence par un constat que les autorités européennes répètent depuis plusieurs années, mais que peu de gens mesurent vraiment. L'Europe est devenue l'un des marchés les plus attractifs du monde pour la cocaïne. Le produit circule en quantité massive. Et quand un produit circule en quantité massive, il crée 3 choses. Une logistique, des fortunes et une guerre froide permanente entre organisations criminelles. L'Allemagne se retrouve au cœur de ce triangle pour une raison simple. Ce n'est pas seulement un pays de consommation, c'est un pays de transit, un pays de distribution, un pays avec des infrastructures qui intéressent tout le monde, et en particulier un endroit stratégique, les grands ports, et surtout Hambourg. Quand tu imagines le trafic de cocaïne, tu penses souvent à des petites quantités, à des transactions de rue, à des sacs discrets. La réalité moderne est différente. La cocaïne arrive en Europe comme n'importe quelle marchandise mondiale, dans des conteneurs, parmi des cargaisons de fruits, de légumes, de produits légitimes. Et la bataille ne se joue pas seulement dans les rues, elle se joue dans la capacité à faire passer une cargaison, à corrompre un maillon, à infiltrer une entreprise, à récupérer un conteneur avant même qu'il soit contrôlé. C'est pour ça que le vrai théâtre de la guerre, au départ, n'est pas Cologne, c'est la chaîne entière. En 2023, les autorités allemandes annoncent des saisies de cocaïne qui atteignent un niveau record, avec au moins 43 tonnes interceptées sur le territoire, et une part énorme repérée à Hambourg. Ce chiffre-là est plus qu'une statistique, c'est un signal. Parce qu'une saisie record signifie aussi une autre vérité, plus gênante. Si on saisit autant, c'est qu'il en passe encore plus. Et si la quantité augmente, alors le marché se transforme. Il devient plus compétitif, plus agressif, plus violent. Et c'est là qu'on arrive à un moment charnière, début 2024. À Berlin, les autorités comprennent que la bataille ne peut plus être pensée uniquement comme un problème national. Et c'est pour ça qu'en février 2024, une délégation allemande de très haut niveau part en Amérique du Sud. À sa tête, la ministre fédérale de l'Intérieur, accompagnée notamment par la vice-présidente de la police criminelle fédérale,
l'institution au centre des enquêtes sur le crime organisé, le terrorisme et le blanchiment. Le message officiel est clair: intensifier la coopération avec les pays producteurs et les pays de transit, partager du renseignement, créer des liens opérationnels, envisager des équipes communes d'enquête et surtout frapper les structures, pas seulement les cargaisons. Mais ce voyage, au-delà de la diplomatie, raconte aussi autre chose. Il raconte que l'Europe n'est plus un simple client, elle est devenue une destination prioritaire. Et que les cartels et réseaux sud-américains adaptent leurs routes et leurs alliances en fonction de ce marché. Regarde l'Équateur. Pendant longtemps, dans l'imaginaire collectif, l'Équateur n'était pas un mot associé à une guerre de gangs. Aujourd'hui, c'est l'un des exemples les plus cités de basculement rapide. Une escalade de violence, des attaques, des intimidations et une pression constante sur l'État. Pourquoi ? Parce que certains ports équatoriens sont devenus des points de sortie majeurs pour la cocaïne vers l'Europe. Et quand un port devient un robinet, tout le monde veut contrôler la vanne. La délégation allemande arrive là-bas dans un climat de sécurité tendu, entouré de forces armées. Et ce détail, même s'il peut sembler protocolaire, dit beaucoup. Il dit que là où la cocaïne domine, la peur devient une routine. Il dit que ce commerce n'est pas seulement une question de drogue, c'est une question de pouvoir territorial. Puis vient le Pérou. La délégation y observe une réalité brute. La production, les laboratoires, les routes de sortie, les contrôles. Et là encore, un élément est capital pour comprendre la suite en Allemagne. Les autorités sud-américaines répètent souvent la même chose. Découvrir un chargement, c'est bien. Remonter à l'organisation, c'est le vrai combat. Parce qu'une cargaison perdue se remplace. Une structure démantelée, c'est plus long à reconstruire. Et pendant que l'Allemagne discute coopération, formation, partage de renseignements, un autre phénomène progresse en parallèle, beaucoup plus vite que les accords. La professionnalisation de la violence en Europe. Aux Pays-Bas, depuis plusieurs années, on observe une montée d'attaques et d'intimidations liées au conflit du narcotrafic. Et la violence ne s'arrête pas à des règlements de compte entre trafiquants. Elle touche des symboles. Un journaliste d'investigation, Peter R. de Vries, est assassiné en pleine rue à Amsterdam après avoir quitté un plateau de télévision. Le pays est choqué. Le roi lui-même parle d'une attaque contre l'état de droit. Et ce meurtre devient une balise dans l'histoire criminelle européenne. La preuve que certains réseaux ont l'argent, l'audace et la froideur nécessaires pour frapper ceux qui les exposent publiquement. Et quand une société voit un journaliste tomber, elle comprend quelque chose d'essentiel. Ce n'est plus seulement une affaire de drogue, c'est une affaire d'intimidation politique et sociale. Une manière de dire, ne vous mêlez pas de nous. Le même climat touche le monde judiciaire. Aux Pays-Bas, des affaires liées à des témoins protégés, à des procès de crimes organisés, à des avocats ciblés, créent une atmosphère où certains professionnels admettent qu'ils hésitent, qu'ils reculent, qu'ils ont peur. Et cette peur-là est stratégique. Elle est voulue, parce qu'elle réduit la résistance. Tu pourrais croire que ce genre de pression reste de l'autre côté de la frontière, que l'Allemagne, avec ses institutions solides, resterait un îlot. Mais la géographie ne protège pas d'un marché, et quand les réseaux s'étendent, la violence suit les routes de l'argent. L'Allemagne devient alors une scène secondaire qui se transforme en scène principale. Pas d'un coup, progressivement. D'abord par l'augmentation des flux, puis par l'augmentation des rivalités, et enfin par l'apparition d'un style de violence qui ressemble à celui déjà vu ailleurs. Les explosions comme avertissement, les enlèvements comme interrogation, la torture comme punition et la peur comme message public. C'est à ce moment-là qu'un concept revient souvent dans les rapports européens, la violence comme service, des groupes qui louent des exécutants, des jeunes recrutés comme on recrute des intérimaires, des attaques commandées à distance via des messageries avec un paiement promis, parfois même filmé comme preuve d'exécution. Pourquoi c'est important ? Parce que si la violence peut s'acheter, elle peut voyager. Tu n'as plus besoin de déplacer toute une organisation dans un autre pays. Tu déplaces seulement l'ordre.
Et tu trouves sur place, ou juste de l'autre côté de la frontière, des gens prêts à exécuter. Et maintenant, accroche-toi, parce qu'on arrive à l'été 2024, le moment où cette logique franchit une étape en Allemagne. Tout commence, comme souvent, par quelque chose que les organisations criminelles considèrent comme impardonnable, une perte de marchandises. Dans le monde du trafic, la marchandise n'est pas seulement un produit, c'est un crédit, c'est une réputation, c'est une chaîne de dettes. Quand une cargaison disparaît, ce n'est pas seulement un vol, c'est une humiliation. Et quand l'humiliation circule, la violence devient une obligation. Autour de Cologne et de la Rhénanie du Nord-Westphalie, des affaires s'enchaînent. Des suspects sont ciblés, des individus sont enlevés. Les récits parlent de torture, de vidéos, d'une brutalité qui vise à faire parler, à récupérer une information, à identifier un traître, à retrouver ce qui a été perdu. Et surtout, à faire peur à tous les autres. Ce qui est nouveau, ce n'est pas seulement l'existence d'une violence. Le crime organisé a toujours été violent. Ce qui est nouveau, c'est la manière, la visibilité, la volonté de provoquer des dégâts collatéraux, et l'idée que la ville entière doit sentir le souffle de la menace. À partir de là, on voit apparaître une série d'attaques qui ressemblent à un langage importé. Des explosifs devant des commerces, des incendies déclenchés, des personnes cagoulées filmées par des caméras de surveillance. Des scènes qui, quelques années plus tôt, auraient semblé appartenir uniquement aux images néerlandaises. Puis arrive septembre 2024. Cologne connaît au moins une explosion très médiatisée dans le centre, tôt le matin, avec des dégâts visibles, et une enquête qui s'oriente vers des motivations criminelles, pas terroristes. Et dans le même temps, les autorités et les médias allemands évoquent la possibilité de liens avec des réseaux transfrontaliers, notamment du côté néerlandais. Ce n'est pas encore une certitude globale, parce que les enquêtes sont complexes et parce que plusieurs groupes peuvent s'imiter. Mais le signal est là. L'Allemagne n'observe plus la violence européenne, elle la vit. Et la police, elle, doit gérer une équation impossible. Comment protéger un pays contre une violence qui ne s'annonce pas, qui peut être commandée à distance, qui utilise des exécutants interchangeables, qui frappe des lieux publics et qui repose sur une économie si rentable qu'elle peut absorber des pertes, payer des avocats, recruter des jeunes, corrompre des employés et recommencer. Pendant ce temps, le marché de la cocaïne ne faiblit pas. Les analyses européennes indiquent que la pureté augmente sur la décennie et que la disponibilité reste élevée malgré les saisies. Et ça aussi, c'est une donnée essentielle. Parce qu'un marché saturé ne devient pas plus calme, il devient plus compétitif. Et dans une compétition criminelle, l'outil le plus rapide reste la violence. Alors voilà où nous en sommes, à la fin de cette première partie. Tu as vu le point de départ symbolique, une explosion à l'aube comme un avertissement. Tu as vu le contexte plus large, les saisies records, la pression sur les ports, l'inquiétude des autorités. Tu as vu l'effondrement de certaines frontières psychologiques entre pays parce que la violence suit les routes de la drogue. Tu as vu que les Pays-Bas ont déjà payé un prix énorme jusqu'à l'assassinat d'un journaliste. Et tu as vu que l'Allemagne commence à sentir les mêmes tremblements. Mais maintenant, la vraie question arrive. Et je veux que tu restes, parce que c'est là que le puzzle devient glaçant. Qui organise réellement ces attaques? Comment les exécutants sont recrutés? Comment les réseaux utilisent les frontières comme un avantage? Et surtout, pourquoi l'Allemagne, malgré ses moyens, se retrouve dans une position où même des magistrats et des policiers peuvent être menacés? Accroche-toi, on arrive au cœur du mécanisme, là où la cocaïne ne produit plus seulement des profits, mais une nouvelle forme de guerre sur le sol allemand. Source de vérification utilisée pour les éléments factuels évoqués dans cette partie. Accroche-toi, parce que derrière l'explosion de Cologne, il n'y a pas un coup de folie, il y a un scénario. Un scénario qui commence par quelque chose de très simple, presque banal dans ce milieu, une marchandise qui disparaît. Dans le monde du trafic, perdre une cargaison, ce n'est pas seulement perdre de l'argent, c'est perdre la face, c'est perdre l'autorité, c'est donner à l'ennemi l'impression que tu es vulnérable. Et cette impression, dans un marché où tout le monde veut monter, ça coûte plus cher qu'un conteneur, ça coûte ton avenir.
Alors quand, au printemps et à l'été 2024, une quantité énorme de cannabis est volée dans la région de Cologne, dans le secteur de Hürth, le crime organisé ne voit pas ça comme un vol. Il voit ça comme une provocation. Les médias parleront ensuite de plusieurs centaines de kilos, parfois plus d'une demi-tonne. Une valeur estimée autour d'1,5 million d'euros. Et dès ce moment-là, la logique bascule. Parce qu'un butin de cette taille déclenche une chasse. Pas une enquête de police, une enquête criminelle. Une enquête où l'objectif n'est pas de faire justice, mais de retrouver, de punir, d'intimider et d'écraser l'idée même qu'on peut voler sans payer. C'est là que l'Allemagne commence à voir un type de violence qui, jusque-là, semblait surtout associé à d'autres territoires. Une violence pensée comme une communication. Tu veux savoir ce qui se passe quand une organisation pense qu'elle a été trahie? Elle ne cherche pas d'abord à tuer, elle cherche à faire parler. Et pour faire parler, elle enlève. Dans la région de Cologne, les enquêteurs décrivent ensuite une spirale où apparaissent des prises d'otages, des actes de torture, des menaces, des humiliations filmées, comme si la douleur devenait une preuve. Une preuve que l'ordre criminel s'applique, même sur son propre camp. Imagine ce que ça signifie pour une ville. Ça veut dire que des gens peuvent être séquestrés dans une maison ordinaire, dans une rue ordinaire, et que pendant ce temps, les voisins continuent à vivre, à sortir les poubelles, à aller au travail, sans savoir qu'à quelques mètres, une guerre est en train de se jouer. Et quand la police intervient, elle découvre parfois des scènes qui n'ont plus rien à voir avec de simples trafics locaux. Armes, munitions, indices numériques, argent liquide, montres de luxe, tout ce qui ressemble à la signature d'un milieu où le cash circule tellement qu'il faut le transformer en objet transportable. Mais la violence ne reste pas enfermée derrière les murs. Elle sort. Et c'est là que l'explosion devient le langage principal. Parce que l'explosion a un avantage pour les organisations criminelles. Elle peut viser une personne sans que cette personne soit présente. Elle peut viser un lieu, une façade, une entreprise, un symbole. Elle peut dire « on sait où tu es » sans toucher directement le corps. Et surtout, elle peut terroriser tout le monde autour. Les voisins, les passants, les familles au-dessus des commerces. C'est comme ça qu'une guerre privée devient une peur publique. Et à Cologne, l'un des épisodes qui marque les esprits survient à l'aube, le 16 septembre 2024, sur l'anneau urbain, près d'un club appelé Vanity. Une explosion endommage des locaux commerciaux, un passant est légèrement blessé, et les autorités indiquent très vite qu'elles ne voient pas de motif terroriste. Ce n'est pas une idéologie, c'est une attaque ciblée, une attaque du milieu. Mais quand tu fais exploser une façade dans une zone animée, au petit matin, tu sais ce que tu fais. Tu sais que la rumeur va courir, tu sais que les images vont circuler, tu sais que l'inquiétude va s'installer. Et maintenant, écoute bien, parce que c'est ici que la chronologie devient glaçante. La police ne veut pas immédiatement confirmer le lien avec d'autres explosions dans la région. Mais elle admet que tout est sur la table. Et pendant ce temps, dans l'espace médiatique, un mot revient sans cesse. Un mot qui sonne comme un avertissement venu d'ailleurs. Mokro. Ce terme, en Europe, est associé à un écosystème criminel néerlandais, composé de réseaux, d'intermédiaires, de logisticiens, souvent liés à des filières de cocaïne et à des méthodes extrêmement brutales. Et ce qui est terrifiant avec ces réseaux, ce n'est pas seulement leur violence, c'est leur mobilité. Ils n'ont pas besoin de s'installer durablement dans une ville pour l'infecter. Ils ont juste besoin d'y envoyer des ordres, de l'argent et des exécutants. Et c'est là que l'Allemagne découvre l'un des mécanismes les plus modernes du crime organisé européen. Le recrutement par messagerie. Tu crois que les explosions sont l'œuvre de spécialistes haut placés? La réalité, parfois, est beaucoup plus cynique. On promet quelques milliers d'euros à un jeune, parfois à peine majeur, parfois même adolescent. On lui donne une mission simple, briser une vitre, déposer un engin, filmer, partir. Et si ça tourne mal, ce jeune devient un fusible, remplaçable, sacrifiable. Dans certains dossiers jugés ensuite, des accusés expliquent qu'ils ont été recrutés via des messageries, qu'on leur a promis de l'argent, et qu'ils ne connaissaient même pas vraiment la cible.
Ils exécutaient une tâche, comme un job, une mission. Et voilà comment le crime moderne gagne du temps. Il sous-traite la violence comme on sous-traite une livraison. Pendant que ces exécutants circulent, la région de Rhénanie du Nord-Westphalie vit une série d'incidents qui font basculer la perception publique. Des explosifs improvisés, des attaques nocturnes, des façades endommagées, des habitants qui se demandent si leur immeuble ne sera pas le prochain. Et au milieu de cette spirale, un fait frappe encore plus fort. Au moins une attaque échoue, et un jeune néerlandais de 17 ans meurt dans la tentative. Là, tu comprends que même ceux qui portent le feu peuvent finir consumés par la guerre qu'ils alimentent. Alors la question devient évidente. Pourquoi cette violence surgit-elle précisément ici, précisément maintenant? Et la réponse tient en une phrase. La région est devenue une zone de friction. Une zone où les routes de la drogue, les réseaux transfrontaliers et les opportunités logistiques se croisent. Une zone où les organisations criminelles comprennent qu'elles peuvent agir vite, puis disparaître en franchissant une frontière. C'est là que l'Allemagne se heurte à une réalité européenne. Les frontières administratives n'arrêtent pas des réseaux qui travaillent comme des entreprises. Et quand ces réseaux se disputent des cargaisons, des contacts, des accès aux ports ou simplement des stocks volés, ils ne règlent pas leur compte par des débats, ils le font par des démonstrations. Et la démonstration, en 2024, c'est la peur. Ce qui rend l'affaire encore plus inquiétante, c'est que les enquêteurs, au fil des mois, parlent de signaux qui visent aussi l'État. Des menaces contre des magistrats, contre des policiers, contre des gens dont le rôle est justement de mettre fin à la spirale. Et quand une organisation commence à menacer l'État, ce n'est pas un simple trafic, c'est une stratégie. La stratégie est simple, faire comprendre à ceux qui enquêtent qu'ils ont un prix. Soit tu te tais, soit tu payes, et si tu ne payes pas, on te fait payer autrement. Tu te rappelles ce qu'on a dit au début ? Ce n'est pas seulement une guerre de produits, c'est une guerre d'autorité. Et pendant que Cologne tremble, l'enquête révèle un autre point capital. Ce qui déclenche la violence, ce n'est pas uniquement la cocaïne, c'est l'économie entière du trafic. Cannabis, cocaïne, tout ce qui crée des dettes, des pertes, des humiliations, peut déclencher la même mécanique. Parce que ce que ces organisations protègent avant tout, ce n'est pas un type de drogue, c'est leur réputation de puissance. Et voilà pourquoi l'explosion de Cologne ne doit pas être vue comme un fait isolé, mais comme un épisode d'un feuilleton criminel plus large, parfois décrit par les observateurs comme un Drogenkrieg, une guerre de la drogue autour de Cologne, avec des enlèvements, des tirs, des explosifs et une chasse à l'homme pour retrouver ce qui a disparu. Mais maintenant, reste bien accroché, parce qu'on arrive au moment où tout se connecte à la cocaïne. Tu vas comprendre comment ces réseaux liés aux ports et aux arrivages massifs utilisent les territoires comme des échiquiers, comment la violence sert à sécuriser non seulement un stock, mais une route. Et comment l'Allemagne, en devenant un marché de plus en plus important, voit apparaître le même phénomène que les Pays-Bas et la Belgique ont déjà payé au prix fort. Et surtout, on va entrer dans l'endroit où cette guerre devient invisible, mais décisive. Les ports, les conteneurs, les extracteurs qui récupèrent la marchandise, les employés infiltrés, les téléphones jetables, les codes, les équipes temporaires, parce que c'est là que se joue la vraie bataille. Et je te le promets, quand tu auras vu comment une cargaison peut valoir une fortune et déclencher une nuit de feu à plusieurs centaines de kilomètres, tu ne regarderas plus jamais une simple statistique de saisie comme un chiffre abstrait. On arrive maintenant au cœur du système, là où l'argent de la cocaïne transforme les villes en terrain d'essai et les adolescents en main-d'œuvre jetable. Et maintenant, je veux que tu t'accroches, parce qu'on va quitter la rue pour entrer là où tout se décide vraiment. Pas dans un hall d'immeuble, pas dans une cave, mais dans un endroit que personne ne filme quand il parle de cocaïne. Les ports, les conteneurs, la logistique, les gens en gilets fluorescents, les badges, les horaires de nuit,
les quais qui ressemblent à des veines géantes par lesquelles circule l'argent le plus sale et le plus puissant. Parce que si tu veux comprendre pourquoi une explosion peut réveiller Cologne à l'aube, tu dois d'abord comprendre comment la cocaïne arrive, comment elle se déplace, et pourquoi, aujourd'hui, l'Allemagne n'est plus une simple étape. Elle est devenue une cible. Pendant longtemps, les grandes portes d'entrée de la cocaïne en Europe avaient un visage précis. Rotterdam, Anvers, des noms associés à des saisies énormes, à des réseaux tentaculaires, à une corruption devenue un sujet national. Et puis, lentement, une autre porte s'est ouverte de plus en plus grand. Hambourg. Ce n'est pas seulement une question de carte, c'est une question de volume, une question de conteneurs qui se comptent par centaines de milliers, de flux si denses que même un contrôle intense ressemble à une goutte d'eau dans l'océan. Et dans cet océan, les organisations criminelles ont compris une chose simple. Si tu peux faire passer un conteneur sur 1000, tu es déjà riche. Si tu peux en faire passer 10 sur 1000, tu deviens intouchable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, et c'est là que la réalité frappe. 2023 marque une année de saisie record en Allemagne, avec des dizaines de tonnes de cocaïne interceptées et une part gigantesque concentrée sur le port de Hambourg. Quand un pays en arrive là, ce n'est plus un phénomène marginal. C'est un système. C'est une industrie criminelle qui teste les failles, qui observe les rythmes, qui infiltre, qui corrompt, et qui s'adapte dès qu'on la touche. Et tu sais ce qui rend cette histoire encore plus inquiétante? C'est que les saisies records ne sont pas une victoire nette. Elles sont un symptôme, parce qu'elles montrent deux choses en même temps. Qu'il y a une pression policière réelle et qu'il y a une pression criminelle encore plus grande. Alors on doit poser la question que beaucoup évitent parce qu'elle fait peur. Comment une cargaison arrive-t-elle concrètement? Elle arrive souvent avec un déguisement banal, des fruits, des légumes, une marchandise légitime. Un conteneur qui ressemble à des milliers d'autres. Et c'est là que commence la guerre invisible. Parce qu'il existe un métier clandestin dans cette histoire. Un rôle qui résume toute l'époque moderne. Les récupérateurs. Ceux qui doivent extraire la drogue du conteneur le plus vite possible, avant le contrôle, avant que la cargaison ne parte vers un entrepôt, avant que la police n'ait le temps de resserrer la nasse. Ce ne sont pas toujours des chefs. Souvent, ce sont des exécutants, des équipes temporaires, parfois recrutés à la dernière minute, payés pour une mission simple. Récupérer, disparaître, et ne jamais poser de questions. Mais pour faire ça, il faut un avantage, une information, un détail, un numéro de conteneur, un emplacement, une fenêtre de temps. Et cette information, elle ne vient pas du hasard, elle vient de l'intérieur. C'est là que la cocaïne devient une affaire de corruption. Parce qu'un port, ce n'est pas seulement des bateaux, c'est un réseau humain. Des dockers, des chauffeurs, des agents de sécurité, des logisticiens, des sous-traitants, des entreprises de nettoyage, des techniciens, des gens qui, parfois, gagnent un salaire normal dans un univers où une seule information peut valoir plus que leur revenu annuel. Et quand tu mets ces deux mondes face à face, le résultat est presque mécanique. Le crime commence à recruter. Il ne recrute pas forcément avec une arme, il recrute avec une promesse, une enveloppe, un service rendu, puis un autre, puis une dépendance. Et un jour, tu n'es plus un employé, tu es un maillon. C'est comme ça que le trafic cesse d'être un phénomène extérieur. Il devient une infiltration. Et c'est exactement pour ça que les autorités allemandes ont compris qu'elles ne pouvaient plus se contenter de saisir. Saisir, c'est frapper la surface. Mais si tu veux arrêter l'inondation, tu dois trouver la source. Et la source, ce sont les structures, les réseaux et parfois les alliances internationales. C'est là que revient le voyage de 2024 en Amérique du Sud. On l'a évoqué, mais maintenant on doit comprendre pourquoi il est si important pour notre chronologie. Ce voyage, ce n'est pas une photo diplomatique, c'est un aveu. L'aveu que le problème se joue aussi au départ. L'aveu que l'Allemagne veut frapper plus tôt dans la chaîne, et surtout l'aveu que les cartels et réseaux ont déjà pénétré le marché allemand de façon suffisamment profonde pour inquiéter les partenaires internationaux.
Quand une délégation gouvernementale se rend au Brésil, au Pérou, en Équateur et en Colombie pour parler coopération antidrogue, elle ne le fait pas parce qu'elle veut faire mieux, elle le fait parce qu'elle sent qu'elle risque de perdre du terrain. Mais pendant que l'État tente de renforcer la coopération, les réseaux criminels, eux, jouent une autre carte. Une carte qui fait mal, parce qu'elle est rapide. La carte de l'intimidation. Et c'est ici que notre chronologie revient à Cologne. Pas seulement aux explosions, mais à la dynamique derrière les explosions. Tu te rappelles le point de départ ? Le cannabis volé à Hurth, près de Cologne, l'humiliation, la pression, les enlèvements, la torture. Ce qui ressemble à une guerre, en réalité ressemble aussi à une entreprise de recouvrement, une entreprise de vengeance. Une manière de dire, vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas, et maintenant, nous allons récupérer plus que la marchandise. Nous allons récupérer votre peur. Mais il y a un détail crucial, et je veux que tu le retiennes parce qu'il change la lecture de tout. Dans plusieurs analyses et informations publiques, l'hypothèse d'une violence importée des Pays-Bas est discutée, mais une autre idée apparaît avec insistance. Et si, en réalité, certains criminels locaux avaient commandé une partie de cette violence? Imagine ce que ça signifie. Ça veut dire que l'Allemagne ne serait pas seulement contaminée par des réseaux extérieurs. Elle serait devenue un marché où des acteurs locaux peuvent louer des méthodes étrangères, louer des exécutants, louer des explosifs, louer l'intimidation, comme on loue un service. C'est l'un des tournants les plus sombres du crime organisé moderne. La violence devient externalisable. Et quand la violence devient externalisable, elle se répand. Parce que tu n'as plus besoin d'être une mafia installée pour déclencher une guerre. Tu as seulement besoin d'argent. Et la cocaïne donne cet argent. C'est exactement ce qu'on voit dans le style des attaques. On ne parle pas d'une dispute entre deux groupes qui se croisent dans un bar. On parle d'attaques organisées au petit matin, de déposes d'engins, de fuites rapides, parfois vers une frontière. On parle de messages. Et l'explosion du Hohenzollernring, près d'un club, s'inscrit dans cette logique. Ce n'est pas une explosion au hasard, c'est une explosion dans un lieu symbolique, visible, qui garantit que tout Cologne parlera de l'affaire. Et quand tout Cologne en parle, l'organisation obtient ce qu'elle veut. Un bruit, un écho, une peur. Mais ce qui fait basculer cette histoire dans une dimension encore plus inquiétante, c'est l'effet collatéral volontaire. Parce que dans une guerre criminelle ancienne, on essayait parfois de limiter les victimes collatérales, non par morale, mais par stratégie. Trop de victimes collatérales, c'est trop d'attention. Mais aujourd'hui, certains groupes acceptent cette attention. Ils la manipulent, ils la transforment en levier. Ils savent qu'un immeuble au-dessus d'un commerce est habité. Ils savent qu'une façade explosée peut blesser un passant. Et ils le font quand même. Parce qu'ils veulent que tout le monde comprenne. Nous pouvons frapper ici. Et là, la peur n'est plus seulement la peur de la cible, c'est la peur du voisin. C'est la peur de celui qui n'a rien à voir. C'est ce moment précis où une guerre clandestine commence à devenir une guerre ressentie. Et maintenant, je veux qu'on parle de la frontière, parce que c'est l'autre arme silencieuse de cette histoire. La frontière entre l'Allemagne et les Pays-Bas n'est pas une barrière pour ces réseaux. C'est un avantage logistique. Une zone où tu peux agir, puis te déplacer. Une zone où la coopération policière est réelle, mais où le temps joue contre les autorités. Parce que ces attaques se préparent vite, se commettent vite, et les exécutants sont souvent interchangeables. C'est pour ça qu'on voit apparaître, en parallèle, un autre phénomène de violence à l'explosif, parfois lié à des réseaux néerlandais qui terrorisent depuis des années certaines régions d'Allemagne. Les explosions de distributeurs automatiques. Des attaques à l'explosif visant l'argent liquide, commises avec une brutalité telle que des immeubles entiers peuvent être endommagés, mettant en danger des familles vivant au-dessus. Pourquoi je t'en parle ici dans un documentaire sur la cocaïne? Parce que ce phénomène, même s'il ne concerne pas directement la cocaïne à chaque attaque, raconte la même logique transfrontalière, la même logique d'équipe mobile, la même logique d'explosifs comme outil, la même logique de jeunes recrutés et remplaçables. Et surtout, il révèle quelque chose de très important.
Une économie criminelle qui a beaucoup d'argent développe des branches. Elle investit dans plusieurs formes de criminalité. Elle diversifie, elle finance, elle recycle. Et parfois, elle utilise les mêmes réseaux, les mêmes contacts, les mêmes routes. Alors l'Allemagne se retrouve face à une situation où les réseaux ne sont plus seulement des trafiquants. Ce sont des structures capables de coordonner, de financer, d'intimider, de se déplacer et d'acheter des compétences. Mais la question la plus grave n'est pas encore là. La question la plus grave, c'est la suivante. Est-ce que l'État peut être intimidé ? Et c'est ici que les déclarations de certains responsables et experts prennent un poids particulier. Parce que lorsqu'on parle de menaces contre des magistrats, des procureurs, des policiers, on parle d'un seuil. Menacer un rival, c'est du banditisme. Menacer l'État, c'est une lutte pour l'autorité. Et dans plusieurs dossiers européens, on voit que cette logique existe déjà. On l'a vu aux Pays-Bas avec des pressions autour des procès, autour des témoins, autour des figures publiques. Et l'inquiétude, c'est de voir des signaux similaires émerger en Allemagne, même à une échelle moindre. Parce que le crime organisé ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, il cherche à réduire le risque. Et réduire le risque, ça veut dire neutraliser ceux qui peuvent te faire tomber. Alors, il y a deux stratégies. La corruption quand c'est possible, la peur quand ça ne l'est pas. Et voilà pourquoi l'explosion au petit matin n'est pas seulement un acte de violence. C'est une stratégie de gestion du risque. Tu crées un climat où la cible hésite à parler. Tu crées un climat où les témoins hésitent à témoigner. Tu crées un climat où les gens préfèrent détourner le regard. Et pendant que la société détourne le regard, la cocaïne continue à circuler. Parce que le plus grand danger dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'explosion. Le plus grand danger, c'est l'habituation. C'est la normalisation. C'est le moment où une ville finit par dire « c'est comme ça ». Et si l'Allemagne en arrive à ce point, alors la guerre de la cocaïne aura gagné sa bataille la plus importante. Pas une bataille de rue, une bataille mentale. Mais je te promets une chose, on n'est pas encore au bout de la chronologie. Parce que maintenant, on arrive au moment où l'État allemand commence à répondre autrement. Pas seulement en parlant, en ciblant, en poursuivant, en accusant des cerveaux, en expliquant que ce n'est pas une violence importée au hasard, mais un conflit précis déclenché par une marchandise volée, amplifiée par des réseaux transfrontaliers et utilisé comme une arme de recouvrement et d'intimidation. Et surtout, on arrive au moment où une autre question devient inévitable. Pourquoi la cocaïne est-elle devenue si abondante ? Pourquoi la pureté augmente ? Pourquoi les marges sont si énormes que tout le monde se bat pour quelques conteneurs ? Et pourquoi, même quand on saisit des tonnes, le marché ne semble pas se vider ? Accroche-toi, la prochaine étape, c'est le cœur économique de la guerre. Le moment où tu comprends que derrière chaque explosion, il y a un calcul. Derrière chaque enlèvement, il y a une dette. Derrière chaque adolescent recruté, il y a une chaîne de profit si gigantesque qu'elle dévore tout ce qu'elle touche. Et c'est là qu'on va répondre à la question la plus dérangeante de toutes. Est-ce qu'on peut réellement gagner cette guerre ? Ou est-ce qu'on ne fait, depuis le début, que limiter les dégâts pendant que le marché continue à grossir ? Et maintenant, on arrive à l'endroit où beaucoup de gens se trompent, là où l'histoire cesse d'être une suite d'explosions et devient une équation froide, presque mathématique. Parce que la guerre de la cocaïne, en Allemagne comme ailleurs en Europe, n'explose pas seulement à cause de la haine. Elle explose parce que l'argent a changé d'échelle. Quand une marchandise devient si abondante qu'elle circule partout, quand la pureté reste élevée, quand le prix au détail maintient des marges énormes, alors le trafic cesse d'être une opportunité. Il devient une industrie. Et une industrie, ça se protège, ça se défend, ça se reconquiert, ça se sécurise par la peur. Ces dernières années, les signaux se sont accumulés. Des saisies records en Allemagne, notamment en 2023, avec des quantités de cocaïne qui montent à des niveaux historiques et une place centrale de certains ports allemands dans le tableau européen BK.DE+1. Mais ce qui rend ces chiffres si dangereux, c'est ce qui les implique sans le dire. Un record de saisie ne signifie pas un marché qui recule,
Ça peut signifier un marché qui grossit plus vite que les interceptions. Et ce constat est cohérent avec ce que décrivent les organismes européens et internationaux, qui observent une dynamique de production et de circulation de la cocaïne en hausse, avec des volumes records et une expansion des marchés, notamment en Europe occidentale. Alors, pose-toi une question simple. Si la cocaïne devient plus disponible, si le flux s'intensifie, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il se passe exactement ce qu'on voit autour de Cologne. La concurrence devient plus dure, les dettes deviennent plus lourdes, la moindre perte devient insupportable. Et quand une organisation perd une cargaison, ou quand elle pense qu'on l'a humiliée, elle ne peut pas se permettre de laisser passer. Parce que dans ce milieu, laisser passer une fois, c'est inviter les autres à recommencer. Voilà pourquoi un vol de cannabis à Hürth, près de Cologne, peut déclencher une série d'enlèvements, de violences et d'attaques à l'explosif. Ce n'est pas la valeur seule, c'est le message. Et quand les autorités décrivent cette affaire comme le point de départ d'un drug creek local, elles décrivent en réalité la naissance d'un précédent. Un précédent où l'intimidation devient une méthode importée et adaptée au territoire allemand. Et maintenant, écoute bien, parce qu'on arrive au point le plus important pour comprendre la guerre de la cocaïne. Le crime organisé européen ne fonctionne plus seulement comme des bandes. Il fonctionne comme un réseau logistique. Et dans un réseau logistique, l'endroit le plus précieux n'est pas la rue, c'est le point d'entrée. C'est pour ça que les ports sont devenus le cœur battant du problème. Et c'est pour ça que Hambourg revient sans cesse dans les analyses, dans les enquêtes, dans les récits. Un port gigantesque, un volume immense, des milliers de conteneurs, et au milieu, une tentation permanente d'infiltration. Des dockers approchés, des sous-traitants recrutés, des informations vendues, des horaires transmis, des numéros de conteneurs partagés, et parfois des scandales qui révèlent à quel point la corruption peut toucher des zones qu'on croyait protégées. Dans ce système, la cocaïne n'a pas besoin de circuler à découvert, elle se cache dans les flux mondiaux. Et ce qui compte, ce n'est pas seulement de faire entrer la marchandise, c'est de la sortir du port avant qu'elle ne soit repérée. C'est là qu'apparaît une figure moderne, presque invisible, mais absolument centrale. L'extracteur. Celui qui, en quelques minutes, récupère la marchandise, la fait disparaître et coupe la trace. Ce rôle souvent est confié à des exécutants temporaires. Et plus le système est riche, plus il peut recruter vite, remplacer vite et recommencer. C'est exactement la même logique que celle des explosions à Cologne. Une violence externalisée, une violence commandée. Et parfois, selon les enquêtes, une violence menée par des gens qui ne connaissent même pas la cible, parce qu'on ne leur demande pas de comprendre. On leur demande d'exécuter. Alors quand tu vois une explosion devant un club sur le Hohenzollernring, tôt le matin, ce n'est pas une impulsion, c'est une scène pensée pour être vue, commentée, redoutée. Et quand la police dit qu'elle ne voit pas de motif terroriste, elle te donne la clé. Ce n'est pas un acte idéologique, c'est une action de milieu, un outil d'intimidation dans une guerre commerciale. Et le plus inquiétant, c'est que cette scène s'inscrit dans une séquence plus large d'explosions dans la région, que les autorités associent à des conflits du milieu et à des organisations criminelles. Maintenant, tu pourrais te dire, d'accord, mais l'État va reprendre la main. Il suffit de frapper fort. C'est là que beaucoup de gens se trompent une deuxième fois. Parce que frapper fort dans une guerre de marché ne change pas le marché. Regarde ce que fait l'Allemagne. Elle renforce les coopérations internationales. Elle envoie sa ministre de l'Intérieur en Amérique du Sud pour signer des accords, créer des liens opérationnels, installer des mécanismes d'alerte, parler d'équipes communes d'enquête. Elle fait exactement ce que ferait un pays qui comprend que la bataille ne se joue plus seulement chez lui. Et dans le même temps, au niveau européen, des opérations montrent que le trafic n'est pas une somme de petites affaires. C'est une chaîne globale, où des tonnes sont déplacées, où des arrestations sont coordonnées entre pays, où les ports européens deviennent des nœuds d'un même réseau. Mais malgré tout ça, la marchandise continue d'arriver. Parce que le flux suit la demande, et parce que la demande, en Europe, reste élevée. C'est là que la phrase la plus dure de ce documentaire doit être dite.
cette guerre ne se gagne pas comme une guerre classique, parce qu'il n'y a pas de capitulation possible. On peut affaiblir des structures, on peut démanteler des groupes, on peut saisir des cargaisons, on peut faire tomber des cerveaux. Mais tant que le marché existe, quelqu'un viendra prendre la place. Et c'est ici que l'histoire devient morale, presque philosophique, mais sans quitter le réel. Dans cette guerre, il y a 3 catégories de perdants. Il y a les habitants, ceux qui n'ont rien demandé, mais qui vivent sous la menace d'une explosion, d'une façade détruite, d'un quartier qui change d'ambiance. Ceux qui commencent à regarder leur rue autrement. Il y a les institutions, parce que chaque menace contre un procureur, un juge, un policier, même isolé, est une tentative de déstabilisation. Une tentative de faire reculer l'État, pas seulement de protéger une cargaison. Et il y a les jeunes recrues, ces adolescents ou jeunes adultes qu'on attire avec de l'argent rapide, qu'on transforme en exécutants, puis qu'on jette dès que le risque augmente. Des fusibles humains, dans un système qui, lui, ne brûle jamais. La cocaïne ne détruit pas seulement des organismes, elle détruit des trajectoires, elle détruit des familles, elle détruit la confiance. Et quand la confiance disparaît, la peur s'installe. Et la peur est le terrain idéal de toutes les mafias. Alors oui, quand un expert ou un policier dit que la guerre contre les drogues n'est pas gagnable au sens absolu, il ne dit pas qu'il faut abandonner. Il dit quelque chose de plus lucide. Il dit qu'il faut comprendre l'objectif réel. L'objectif réel, ce n'est pas une victoire finale. C'est de réduire la capacité des organisations à imposer leurs lois. C'est de réduire leur argent, parce que l'argent est la source. C'est de réduire leur infiltration, parce que l'infiltration est la durée. C'est de réduire leur intimidation, parce que l'intimidation est la contagion. Et si tu veux un exemple concret de cette contagion, regarde ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Quand un journaliste est assassiné en pleine rue, c'est tout un pays qui comprend que la violence n'est plus confinée, qu'elle peut viser la société elle-même. Et ce signal, l'Allemagne l'a entendu. C'est exactement pour ça que la séquence de Cologne est si importante, parce qu'elle ressemble à un avertissement. Un avertissement qui dit « Si vous laissez la violence s'installer comme une méthode normale de règlement des comptes, alors vous allez basculer dans un monde où les explosions deviennent un langage familier. » Et maintenant, on arrive à la conclusion. Ce documentaire t'a montré une chaîne. D'abord, la montée des flux de cocaïne vers l'Europe, et l'idée que les volumes records ne sont pas une exception, mais un symptôme d'un marché sous tension permanente. Ensuite, l'Allemagne qui se retrouve de plus en plus au centre, avec des saisies records, des ports sous pression et une nécessité de coopération internationale renforcée. Puis, le déclencheur local près de Cologne, un vol massif de cannabis qui sert d'étincelle à une spirale où apparaissent enlèvement, violence, intimidation et attaque à l'explosif. Et enfin, le symbole visible de cette spirale, l'explosion à l'aube sur le ring de Cologne, qui montre que cette violence peut frapper dans des lieux publics avec des risques pour des innocents, parce que le but est de faire peur au-delà de la cible. Alors, je te laisse avec une question, et j'aimerais vraiment lire ta réponse en commentaire. Est-ce que tu penses que l'Europe va suivre la trajectoire des Pays-Bas, avec une escalade où l'intimidation vise l'État et la société, ou est-ce que tu crois que l'Allemagne peut casser la dynamique avant que la méthode ne devienne normale? Et surtout, quel est selon toi le cœur du problème? La répression, la corruption, la demande, ou la fascination culturelle qui rend ce monde attirant pour des adolescents? Si ce documentaire t'a apporté quelque chose, mets un like. Ça pousse l'algorithme à le recommander et ça permet de toucher des gens qui ne cherchent pas ce sujet mais qui vivent déjà ses conséquences. Abonne-toi parce que les prochains épisodes iront encore plus loin sur les ports, sur les réseaux de blanchiment, sur les routes qui se déplacent quand on serre une frontière et sur les nouvelles formes de violence qui accompagnent ces marchés. Et si tu veux soutenir directement ces enquêtes longues, tu peux devenir membre de la chaîne pour 2,99 €. C'est ce qui permet de continuer à écrire, vérifier et raconter sans couper les angles.